Donc la fertilité, moi je la tiens essentiellement avec les engrais verts. Donc là je vais montrer comment je conduis les engrais verts chez moi. Donc ici on est à la fin d'une culture, c'était à haricots maïs sur bâche. Les bâches ont été enlevées. Donc on est en automne, on doit être au mois d'octobre. Là je vois qu'il y a déjà une gelée, donc on doit être le 20 octobre. Dans ces eaux-là, la dernière quinzaine d'octobre. La bâche est enlevée. Donc comme la bâche est enlevée, en fait, ben, on a aucune herbe spontanée. On a une terre qui est. Il reste le mulch de l'année précédente, qui est sous la bâche, qui ne s'est pas trop dégradé en été parce qu'elle était plutôt au sec, même si c'est une bâche tissée où l'eau passe au travers. Je remets tous les reliquats de culture sur le sol. Je sème à la volée l'engrais vert. Donc l'engrais vert, aujourd'hui, au stade où j'en suis au niveau du sol, on en reparlera cet après-midi par rapport aux engrais verts, je suis à 100% légumineuse. Aujourd'hui sur mon sol, il n'y a plus de graminées. Donc c'est pois, vesses, fèves-rolles que je mets depuis 1 an ou 2. Et ce sont des grosses graines. Donc si on les passe sous le mulch, donc je sème à la volée, et après à la fourche, je remue un peu tout ça. Les graines passent sous le mulch. Si le mulch n'est pas assez conséquent, on en parlera aussi cet après-midi, je remets du mulch. Ça a pour effet de préparer la litière pour plus tard, et en même temps, ça permet de stocker les minéraux qui vont être produits à cette saison. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on a 2 pics de minéralisation dans un milieu naturel. On a un pic au printemps, quand les sols se réchauffent. Donc on a humidité, chaleur, matière organique. On a un pic de minéraux. Ce pic diminue en été parce qu'il y a un facteur limitant, c'est qu'il n'y a pas d'eau dans un milieu naturel. Donc on a une baisse de minéralisation. Et on a à nouveau un pic de minéralisation à l'automne parce qu'on a les feuilles qui tombent dans la forêt. Donc ça fait de la matière organique, plus les humus qui se font attaquer. Parce qu'on a l'eau qui revient sur des sols qui sont restés chauds. Même si la température de l'air diminue, le sol a de l'inertie, reste chaud. Et du coup, ce pic de minéralisation, forcément, quand il y a des minéraux dans un sol, ils sont sujets au lessivage. Au printemps, dans un milieu naturel, ces lessivages sont compensés par la pousse. La forêt pousse ou la prairie pousse, et donc les minéraux sont récupérés par la plante, ils sont très peu lavés. En milieu travaillé, en fait, nous, on met des sols à nu, on minéralise, et on perd à fond des minéraux, on pollue, et en plus, on perd de la fertilité sur des sols à nu. À l'automne, ce qui se passe, des feuilles tombent sur le sol, et il se crée naturellement ce que nous, on reproche à nos systèmes de maraîchage dit sur sol vivant, c'est l'effet en azote, quoi. On en parlera aussi cet après-midi. Les feuilles, en fait, vont être attaquées par les champignons, systématiquement, et les champignons sont très consommateurs d'azote. Donc, ils immobilisent tout l'azote du sol pour dégrader la litière, et du coup, il n'y a pas de lessivage. Donc, si moi, je réintroduis une litière à l'automne sur mon sol, je vais stocker mes minéraux par la production de champignons qui vont stocker les minéraux. Et en même temps, je vais préparer ma litière au printemps. Au printemps, je stocke mes minéraux parce que mon engrais vert que j'ai semé à l'automne est en pleine pousse. Et donc, s'il a tendance à minéraliser, il capte tout. Bon, on verra plus tard que c'est un inconvénient pour les retards de minéralisation, le fait que l'engrais vert stocke tout, quoi. Et quels outils on peut utiliser pour lutter contre ça. Donc voilà, la photo d'après, on voit j'ai paillé par-dessus. Et ensuite, on voit l'engrais vert qui pousse. Quand l'engrais vert est au stade de floraison, donc avec le programme Merci, j'ai eu des rendements de 10 tonnes de matière sèche par hectare. En milieu tempéré, d'après Lucien Segui, donc le CIRAD, en milieu tempéré, pour produire de l'humus, il faut au minimum 7 tonnes de matière sèche par hectare et par an. C'est à ce moment-là qu'on produit de l'humus, quoi, si la matière organique contient des précurseurs d'humus. En milieu tropical, je crois que c'est 14 tonnes. Donc là, je suis à 10 tonnes. Normalement, dans un système comme ça, je commence à produire de l'humus. Donc je suis dans un système qui rentre dans des phénomènes d'autofertilité, quoi. En plus, j'ai rajouté de la matière sèche avec mon apport de foin.
Du coup, là, je suis en production d'humus. Un système maraîcher, à titre d'exemple, un système maraîcher, sur des plantes maraîchères, la plante qui produit le plus de matière sèche, c'est la tomate. Elle produit 800 kg de matière sèche à l'hectare et par an, en racines et en plantes aérées. Donc un système maraîcher qui fonctionne que sur de l'engrais organique, qui n'a pas d'intrants de matière sèche, sous forme de compost ou d'engrais ou de mulch, en fait, même s'il est biologique, il est sur un modèle érosif, il y a une diminution de l'humus dans le sol. Et l'humus, c'est un pilier de la fertilité. C'est une invention de la nature pour maintenir, c'est l'élément résilient par excellence, l'humus. On en parlera tout à l'heure aussi. Quand il est au stade de floraison, donc pour les graminées, là c'est un blé, une vieille variété de blé, quoi. Donc c'est un mélange boulanger avec des variétés de blé. Donc on a des blés qui montent à peu près 1,80 m. Le stade de floraison, c'est quand vous voyez les étamines commencent à sortir du blé. Quand les étamines commencent à sortir du blé et que le grain va commencer à devenir laiteux, c'est le moment où on va détruire l'engrais vert. C'est le moment où je détruis l'engrais vert. Cet après-midi, on en reparlera. Donc pour le détruire, j'utilise plusieurs outils. Donc ça, c'était un sorgho ou un trèfle incarnat, c'est pour montrer les différents types d'engrais verts. C'est pareil. Donc pour les légumineuses, le stade de floraison, ce n'est pas la première fleur arrivée. Les légumineuses, à part le trèfle incarnat, sont étagées. Pois, vesses, féveroles, c'est étagé. Donc si on détruit à la première fleur, en fait, on perd beaucoup en biomasse. Et du coup, il faut détruire à la formation des premières gousses avec le grain qui n'est pas encore fertile à l'intérieur. Et c'est à ce moment-là qu'on va détruire les légumineuses. Et si on a un mélange et qu'il y a un décalage dans les floraisons parce qu'on a mal calculé notre mélange, on détruira au stade optimal de la première plante qui fleurit pour éviter d'avoir des graines de cette plante qui salissent les sols, quoi. Puisque quand même le but, c'est dans l'engrais vert, c'est aussi de désherber, quoi. Donc pour détruire, je vais utiliser plusieurs outils. Hop. Donc un outil simple, c'est une planche avec une ficelle. Et pour avancer, on la pose comme ça et on couche 1 mètre ou 1,50 m d'engrais vert. Donc c'est relativement facile. Le morceau de trèfle incarnat qu'on voyait avant, ça va faire 250 m², ça en même pas un quart d'heure, c'est couché, quoi, avec une planche. C'est peu coûteux et c'est rapide à poser. Sur des petits maraîchages comme le mien, c'est largement jouable de coucher quasiment tous les engrais verts comme ça, quoi. Ce cas, si vous faites que coucher l'engrais vert, il n'est pas mort, hein. Il va se relever de suite. Normal, quoi. La plante, heureusement qu'elle ne meurt pas juste parce qu'on la piétine, sinon il n'y aurait plus de plante sur terre, quoi. Donc ensuite, j'ai plusieurs moyens pour le tuer. Donc là, c'est le moyen, c'est par occultation. Donc j'occulte avec un intrant de foin, là, en l'occurrence. C'était un foin de prairie. Ça a été couché. Là, la parcelle a été couchée en reculant avec le rond de baleur. Donc je recule avec le rond de baleur sur la parcelle et je le dispose comme ça. Ça me permet de disposer les trucs au tracteur. On peut coucher avec n'importe quoi, le gyrobroyeur sans la lame, n'importe quel outil derrière, une palette. Coucher, c'est pas vraiment un problème. Sinon, après, il y a l'occultation avec la bâche d'ensilage. Donc, on a une meilleure occultation à la bâche d'ensilage qu'à la toile tissée, par observation. L'effet est plus rapide avec la bâche d'ensilage parce que souvent l'effet thermique est plus fort. La bâche d'ensilage chauffe beaucoup plus que les toiles tissées. Donc un engrais vert comme celui-là, là, vous voyez, là c'est un mélange de féveroles graminées. Cet engrais vert, à la saison où ça a été fait, en 10 jours il est mort, quoi. 10-15 jours maximum, il est mort avec la bâche d'ensilage. Donc il y a aussi au rouleau Faca. Donc là, c'est pas chez moi, mais on peut aussi utiliser le rouleau Faca. Donc tout le monde sait ce que c'est, le rouleau Faca, quoi. C'est un rouleau écraseur avec des lames émoussées dessus. Faca en portugais, ça veut dire couteau, donc rouleau couteau. C'est un outil qui a été inventé par le Cerrado au Brésil, quoi, pour détruire les engrais verts. Donc avec ça, tous les engrais verts ne sont pas faciles à détruire avec un rouleau Faca. Mais un mélange de légumineuses, au rouleau Faca, une féverole, un seul passage, c'est mort, hein, si vous avez un rouleau Faca. Si vous avez de l'avoine, ma cache.
Vous ne le tuez pas au rouleau faca, il va se relever, c'est super dur à tuer. Certaines graminées vont être plus faciles à tuer en un ou deux passages. Le rouleau faca, c'est un des outils qui est rapide, qui est facile à mettre en œuvre, qui est peu coûteux. Mais il faut avoir une bonne maîtrise des engrais verts pour utiliser le rouleau faca. La bâche d'ensilage, c'est vraiment c'est l'équivalent du Roundup du bricoleur, quoi. On pose ça crame tout l'engrais vert en 2 coups les gros, quoi. C'est facile de commencer avec la bâche d'ensilage. L'occultation, comme j'ai fait avec le foin, on va dire il ne faut surtout pas poser le foin avant le stade floraison. La bâche d'ensilage, n'importe quel stade, du moment que c'est couché, on tuera, quoi. Si on ne respecte pas le stade de maturité de l'engrais vert avec le foin, en fait, et qu'on le fait avant le stade floraison, au stade poussant, en fait, la plante, comme elle est poussante, hop, elle passe au travers du mulch, et il y en a toujours plein qui arrivent à passer au travers, et quand elles sont passées au travers, elles se redéveloppent à leur optimal, quoi. Donc il faut vraiment occulter avec du foin au moment de la maturation, du stade optimal avec du foin. Un des outils que j'ai utilisé et que j'aurais aimé continuer à utiliser avec le voisin, et que j'espère que j'arriverai à faire perdurer, c'est l'animal. Donc ça, à mon avis, c'est l'outil le meilleur pour détruire les engrais verts. Parce qu'en fait, là, vous associez à la fois la qualité que donne la fertilité, que la plante donne en fertilité au sol, et l'autre pile de la fertilité qui est l'animal. Donc là, c'est sur les modèles de pâturage intensif ou pâturage mobile qui sont utilisés aujourd'hui en élevage, beaucoup. Il y a une charge de l'équivalent de 700 brebis à l'hectare. Donc là, il y avait 120 brebis pour 2000 m² d'engrais vert. En une journée, tout est couché. Alors l'intérêt de ça, bon, l'engrais vert, il n'est pas mort. Il faut finir de le tuer au rouleau faca ou à la bâche, mais il est couché en tous les cas. L'intérêt de ça, c'est que la bête, quand elle circule à l'intérieur de ça, elle fait ses crottes, elle pisse, elle bave sur les aliments en broutant. Et du coup, elle impulse des ferments qui vont dynamiser la vie du sol. Et donc les mesures qui sont faites dans des milieux de pâturage mobile démontrent que la population des vers de terre augmente à l'intérieur de milieux comme ça, quoi. Et donc là, si le ver de terre augmente, généralement le cortège des autres animaux augmente à l'intérieur d'un milieu, quoi. Et donc grâce à ça, on peut doper et transformer les sols et les amener à être fertiles grâce à l'animal. C'est l'outil qui a été utilisé depuis la création de l'agriculture pour favoriser les milieux à devenir des milieux agricoles. C'est l'animal, quoi. C'est pas par hasard si on s'associe aux animaux, c'est pas que pour les manger, c'est aussi pour permettre des milieux dans lesquels on va cultiver ces fameuses plantes domestiquées. À mon sens, on peut difficilement créer un biotope favorable aux plantes domestiques sans utiliser l'animal, quoi. Sous la forme de compost, ou sous la forme de pâturage, ou sous la forme de préparation biodynamique. Mais en tous les cas, l'animal, il faut qu'il soit présent à l'intérieur de notre système. Parce qu'il apporte les ferments qui vont permettre d'amener le sol à ne pas être un sol de forêt, mais à être un sol de jardin. Parce que dans le sol de forêt, il ne faut jamais prendre comme exemple le sol de forêt pour faire un jardin. Le sol de forêt, dans son fonctionnement, est beaucoup trop lent, avec des matières organiques beaucoup trop dures pour pouvoir installer les légumes. Si sous une forêt, vous avez très peu de plantes, ce n'est pas que lié au fait qu'il y ait de l'occultation de lumière, c'est lié aussi parce que les humus qui sont à l'intérieur de la forêt sont trop durs et les plantes sont incapables de les digérer. Il n'y a que l'arbre qui peut le digérer, quoi. Donc l'humus de forêt n'est pas l'humus qu'on doit avoir pour faire du jardin, quoi. C'est un humus qu'il faut créer, quoi. Et l'animal va y participer. Autre outil que j'ai utilisé cette année et que je trouve assez pas mal, j'en suis super content. Donc c'est le cochon. Et du coup, j'avais des endroits qui étaient encombrés par des chiens de dents en bordure de haies et des menthes, des potentilles et de la ronce. Et du coup, j'ai utilisé le cochon comme outil. Ah ben tiens, c'est bizarre, il n'y a pas de tout. On ne verra pas tous les trucs sur les cochons. J'avais plusieurs photos, on ne verra pas. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que avec ça, j'ai broyé un endroit, j'ai calé les cochons,
ils ont défoncé le sol, je les ai gardés, 2 cochons, je les ai gardés pendant 1 an, un peu plus d'1 an. J'ai fait toutes les zones qui étaient dégueulasses. Et ensuite, j'ai occulté à la bâche avec une culture d'été pour finir nettoyer. Et aujourd'hui, j'ai récupéré mon sol, il est nickel, quoi. Il est nickel. Ah ben si, ça y est. Mais je pense que... Ah non. Appuie où? Encore? Ah mais voilà, ouais, je suis con, c'est parce que j'ai pas appuyé sur tous les boutons, quoi. Donc voilà, ça c'était la gueule de l'endroit où j'étais, donc un roncier. Là, je vois, j'ai passé le gyro. Après, j'ai passé le gyro à l'endroit. Ensuite, j'ai calé les cochons. Après, j'ai fait une culture sous bâche d'été, courge, haricots, maïs. Et derrière, j'ai semé un engrais vert dans l'année. Et aujourd'hui, je peux travailler sur sol à nu. Sans bâche à cet endroit, j'ai plus rien. Donc j'ai regagné toute cette place. Mais j'ai regagné, je ne sais pas combien de place avec eux. Ça se fait tout seul. Il faut bouger les parts régulièrement. Le cochon, c'est un animal super docile, qui est facile à parquer. Un coup d'électricité sur le museau, il s'en souvient, il ne va plus passer, quoi. Même si on exige des pâtures, dans la mesure où on bouge les pâtures, il est toujours content. Puis à la fin, ça fait, enfin, ils n'aidaient pas à moi, mais à la fin, ça fait une source de nourriture pour finir le site. Et ensuite, j'utilise la biodynamie, donc les préparations biodynamiques pour maintenir la fertilité à l'intérieur du jardin, quoi. Et donc, voilà, donc je pense que j'ai fini, et je suis dans les temps, non là. Et j'ai fini la présentation de... J'ai fini la présentation de ma ferme. Donc, juste les volumes, je suis à 23 paniers, 50 semaines par an. Donc c'est des paniers de 23 €, plus un marché de plein vent qui représente un tiers de mes ventes. Donc 2 tiers de mes ventes, ce sont le marché, et un tiers de mes ventes sont le marché et 2 tiers la map. Donc voilà. Et du coup, j'arrive à dégager un revenu depuis le début. Et sinon, après, en termes de temps de travail, ben, je travaille beaucoup, comme tous les maraîchers, je pense. Je ne connais pas de maraîcher qui ne travaille pas beaucoup, ou alors il ne reste pas maraîcher longtemps. Mais par contre, je me rends compte que beaucoup de travail que l'on produit est la conséquence d'une mauvaise gestion de l'espace dans lequel on vit. C'est-à-dire que souvent, le travail que l'on produit en tant que maraîcher, c'est nous, enfin, le travail que l'on fait, c'est nous-mêmes le travail qu'on a produit. C'est-à-dire que par exemple, souvent, le désherbage, en fait, c'est la conséquence d'une action sur le sol qui produit de l'enherbement, qui fait que ça crée du temps de travail. Et en agriculture biologique, le désherbage, c'est plus de 50% du temps de travail, quoi. La gestion de, comment il s'appelle, de l'enherbement en maraîchage, et surtout sur des petits maraîchages qui sont peu mécanisés, qui n'ont pas de bineuse à doigts et tout le reste, en fait, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, quoi. Et du coup, je vois, moi, en maîtrisant mieux l'herbe, j'ai dégagé du temps pour m'occuper. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je produis autant que ce que je produisais avant, voire même un peu plus avec ces pratiques culturales. Je travaille autant que ce que je travaillais avant, voire même plus, mais c'est parce qu'aussi je suis affilié à beaucoup d'associations à côté, le Réseau des AMAB, Nature et Progrès, MSV, qui me prennent beaucoup de temps. Donc c'est du temps lié au jardin quand même, mais c'est plus du temps de production comme ça l'a été au début, quoi. Un, parce que je maîtrise mieux mon milieu, et ça je pense que quand on est maraîcher, on rentre dans une espèce de routine où on maîtrise mieux ses canaux d'agriculture, on ne réfléchit plus à tout ça, ça se met en place, et c'est une espèce de plan-plan qui se met en place. Et deux, parce qu'après, de toute façon tout ça on le verra cet après-midi sur comment on peut gérer ça, l'herbe et tout le reste, où j'ai gagné du temps sur certaines choses, quoi. Le travail du sol, ça prend du temps, la gestion de l'herbe, ça prend du temps aussi, quoi. Voilà, quoi. Donc je sais pas, si vous avez des questions, je vous laisse libre cours à vos questions. En fait, pour revenir sur le dernier slide, la biodynamie, je me demandais à quelle époque tu mettais ta bouse de corne, vu que ton sol est rarement à nu. Et comment il s'appelle? Alors la bouse de corne, je vais la mettre 2 fois dans l'année. Une fois à l'automne à l'installation des engrais verts, et une fois au printemps, après la destruction des engrais verts, au moment où j'installe les cultures de printemps, quoi. Tu vois, pour favoriser la croissance.
Et du coup, j'utilise et je mets aussi 2 fois Mariatoun, le compost de bouse. Donc pareil, une fois à l'automne, avec les reliquats de culture et le dépôt de la litière pour favoriser les fermentations. Et une fois au printemps, à la destruction des engrais verts pour favoriser l'assimilation des engrais verts. Et la silice de corne, normalement, je le fais moins parce que ça se fait tôt le matin. Donc normalement, l'idéal, ça serait d'en faire une un peu avant la destruction des engrais verts pour optimiser la production de sucre des engrais verts. Tu vois, donc quelques semaines avant la destruction des engrais verts. Et ensuite, dans l'été, sur les cultures, au moment où elles sont développées, qu'elles commencent à fructifier, quoi. Je ne fais pas trop une sectorisation, tu sais, sur chaque espèce. Je fais plutôt quelque chose de général sur tout le milieu, quoi. Voilà. Et après, la production des préparats, je fais partie d'un groupe de producteurs où on produit ensemble les préparations, quoi. Moi, j'avais une question par rapport à l'irrigation avec autant de surface de serre. Je me demandais, est-ce que vous avez expérimenté différentes formes, enfin, entre goutte à goutte, aspersion, enfin, je ne sais pas de quelle manière vous faites l'irrigation, mais par rapport aux effets que ça a sur la vie du sol aussi. Moi, je favorise l'aspersion d'une manière générale parce que l'humectation du sol n'est pas localisée. Et quand on localise avec le goutte à goutte, en fait, on concentre l'activité biologique qu'à l'endroit du goutteur, au détriment de zones qui s'assèchent. Et du coup, dans le maintien de la fertilité d'un sol, il faut que l'activité biologique soit toujours présente. Il ne faut jamais qu'elle s'arrête. Et l'eau est un facteur limitant. S'il y en a trop, elle s'arrête ou elle dévie vers des anaérobiques. Et s'il n'y en a pas assez, elle s'arrête, quoi. Et donc, je favorise l'aspersion, à l'exception des tomates qui ne peuvent pas être faites en aspersion, sinon le milieu il cartonne. Mais après, concombre, courgettes, tout ça, je bombarde en eau par-dessus. Et en plein champ, je fais que de l'aspersion. Parce que je ne fais pas de tomates en plein champ. Chez moi, elles se font démonter par le milieu, quoi. Je peux les faire que sous serre. Donc l'aspersion, chez moi, c'est de la rampe oscillante. Pour l'instant. Mais ça ne durera pas avec les fruitières. Il faudra que je passe en pendulaire, quoi. Moi, j'avais une question par rapport au fait que vous produisez toute l'année. Vu que vous utilisez les engrais verts, mais comment est-ce que vous gérez les parcelles où vous produisez en hiver? Est-ce qu'il y a des engrais verts d'été ou... Alors, engrais vert d'été, j'arrive pas à en faire chez moi. Parce que la surface que j'ai est limite au niveau de mes besoins. Et ensuite, mon cycle de saison est très court. C'est-à-dire que la mise en place des cultures, c'est juin chez moi, en plein champ. Et la destruction, c'est la fin des cultures, c'est mi-octobre. Les premières gelées, c'est mi-octobre. Donc ça va être décembre la fin. Donc pour tout ce qui est légumes racines, qui devraient rester au plein champ, je les mets en silo. Je les sors du champ, ce qui me permet d'installer un engrais vert. Et après, il reste 2 cultures qui sont un peu gênantes. C'est le poireau et le chou qui restent en place. Donc le poireau, des fois, je fais endérober une culture de trèfle incarnat que je vais installer en septembre, mi-septembre. Donc le trèfle incarnat qu'on voyait là, c'était un trèfle incarnat qui avait été semé endérobé dans du poireau d'automne. Et du coup, je finissais d'arracher les poireaux que l'engrais vert était quasiment à fleur, quoi. Les derniers poireaux. Et après, pour ce qui est du chou, en fait, j'installe un engrais vert de pois qui arrive à pousser à la fin des derniers choux. Donc les derniers choux, ils montent à graines aux alentours de mars. Et quand on installe un pois fourragé au mois de mars, chez moi, il va servir d'engrais vert pour les carottes qui sont semées maintenant. Là. Les carottes, elles sont semées sur cet engrais vert de chou, en fait. Et du coup, 100%. Le seul endroit où je ne fais pas d'engrais vert, c'est sous serre. J'arrive pas à introduire les engrais verts sous serre. Donc sous serre, je travaille que sur paillis. Paillis et compost? Paillis et compost de fumier d'animal, quoi. Voilà. Pas de compost de déchets verts, quoi. J'utilise plus de compost de déchets verts, j'ai utilisé parce que je trouve qu'en fait, ce compost de déchets verts, il est peu vivant parce que tout a été brûlé dans le tas. Et ensuite, il est trop carboné. Il a un C/N trop élevé, à mon sens, ce qui fait qu'il a du mal à être absorbé dans le sol au bout d'un certain temps, quoi. Je pense qu'il est d'une faible utilité agronomique, à part pour les semi-petites graines en surface où là ça marche bien, quoi. Mais après, pour relancer la vie d'un sol ou pour recréer de l'humus, à mon avis, il n'est pas bon, quoi.
Par contre, un compost animal, c'est complètement différent. Plaisir. Moi, c'est plus une question, parce qu'à la base, je suis jardinier. Combien de temps pour l'implantation totale avec les pièces d'eau et autres, en fait, tout ce qui a été technique du terrain? Tout ce qui a été fait là. Alors, le problème, c'est que c'est associé à de l'empirisme, tu vois. C'est-à-dire que mon jardin, il s'est construit à ma propre construction. Donc, ce que je sais aujourd'hui, je ne le savais pas il y a 20 ans. Tu vois, j'étais dans la quête de quelque chose. Et donc, cette recherche de savoir m'a pris plus de temps que l'installation. Je pense qu'aujourd'hui, le même outil que j'ai, avec les connaissances que j'ai en arboriculture et en maîtrise du sol, à mon avis, si je partais d'une page blanche, en 5 ans, je l'installerais. Donc, les pièces d'eau, c'est immédiat. Hein. C'est tu creuses un trou, tu poses une bâche, tu installes des plantes aquatiques. En un été, 2 étés, tes plantes aquatiques elles sont installées. Les arbres fruitiers, sur du nanifiant, bien conduits en haie fruitière, en 4-5 ans, ils produisent, si tu les conduis bien. Sur du 106, comme le verger que j'ai en haut, tu vas compter peut-être 6 ans, tu vois. Tu es déjà en production, quoi. Si tu gères bien la fertilité, que tu conduis bien l'arbre, que tu l'amènes à fruit en le harquant, qu'il soit bien palissé, ça peut aller très vite. Et la création d'un sol, la mise en place d'un sol, la revitalisation d'un sol, ça peut être fait quasiment en un hiver, quoi. En un hiver. Ça peut aller très très vite si tu mets les moyens, tu vois. Mais moi, comme j'ai fonctionné dans, on va dire, dans la recherche, tu vois, j'ai branlé, j'ai fait un truc, comprendre l'arboriculture. Donc moi, ça fait 17 ans que j'y suis dessus, tu vois, pour arriver à ce que je suis. Mais ce n'est pas représentatif du temps réel qu'on pourrait mettre. Et du coup, là, on en revient à MSV, pour faire un petit clin d'œil à MSV. L'idée de MSV, c'est la mutualisation des connaissances. Et en fait, le véritable frein pour la construction d'un lieu, c'est l'absence de connaissances. Ce n'est pas la capacité au lieu à devenir, en fait. Tu vois, je veux dire, c'est-à-dire que tu arrives ici, par exemple, bon, ici, on a le GECO, mais tu arrives à un endroit ou une terre, ici en Belgique, vous avez une génétique, comme nous en France, propice à la fertilité. On n'est pas dans un désert ni rien, on a des sols avec des minéraux, on a une lame d'eau qui tombe, on a des sources de matière organique faciles d'accès. Je veux dire, la matière organique, il y en a partout pour des maraîchers. À côté de nous, entre les jardins espaces verts, les reliquats de l'élevage, des céréales, tu vois, il y a de quoi à produire rapidement un sol. Et après, au niveau de la mise en place des arbres, c'est pareil, on a le climat pour produire des arbres et tout ça. Donc ça peut aller très très vite, mais c'est le truc, c'est comment avoir les connaissances pour faire les gestes justes au moment où il faut, quoi. C'est ça le plus dur à développer. D'où l'idée d'MSV, quoi. Aller vite dans la création des lieux parce qu'on ne refait pas ce que l'autre a fait un an avant, quoi. On utilise son outil, on va plus loin. Et surtout, une fois que nous, on a fait, on reva vers ses copains, on dit, moi j'ai fait comme ça, quoi. On ne fait pas que prendre, tu vois. Dire, aujourd'hui, c'est moi qui viens, mais peut-être que demain, c'est un de vous qui sera invité à Toulouse pour présenter ce qu'il fait, quoi. Tu vois, du moins je l'espère. Pour qu'il y ait un vrai échange qui se crée et que c'est grâce à cette dynamique qu'on puisse aller très loin dans nos projets, quoi. Concernant les fruitiers, justement, quelle a été la réflexion, point de vue porte-greffe, variété, espacement? Alors, pour ce qui est de l'agroforesterie fruitière dans le jardin, je travaille que sur du nanifiant. Donc j'ai choisi des nanifiants de pépins. À l'époque, je ne savais pas qu'il y avait des nanifiants en prunier, en noyau. Je connaissais que les nanifiants à pépins. Alors, je suis un peu plus méfiant pour tout ce qui est en noyau, même en nanifiant, parce qu'ils ont tendance à avoir des racines traçantes, ces arbres. Ils sont beaucoup plus traçants et ils s'éloignent très vite du tronc. Et la concurrence racinaire, c'est un vrai handicap, surtout dans des systèmes comme moi hyper intensifs, où en fait il y a peu de place entre le légume et l'arbre. Donc dans le jardin, ce sont que des nanifiants. Ils sont plantés nord-sud, et ensuite ils sont plantés à 1,20 m, les arbres. Ils sont mélangés, les espèces sont mélangées, donc c'est des séquences pommiers, poiriers, machin bidule. Et ensuite, ils sont palissés, comme c'est nanifiant, et ils sont conduits en axe arqué, à la ficelle. Voilà quoi. Et après, au niveau variétal, j'ai 2 vergers. J'ai un vieux verger qui est plus monovariétal, donc il y a 4-5 variétés de pommes.
C'est sur du 106. Donc celui-là, il produit pour les jus de pomme et pour la vente. Et ensuite, les autres arbres, comme on a fait une pépinière collective et qu'on collecte énormément de greffons, cette pépinière collective, en fait, j'ai récupéré tous les greffons. Et du coup, j'ai 100 variétés de pommes, une trentaine de variétés de poiriers. Je m'en sers en fait de zone de collection en fait. Donc je mets 2 arbres, une variété, 2 arbres, une variété. Et du coup, comme on est sur du nanifiant, en fait, on densifie vachement le nanifiant. C'est l'intérêt aussi, quand on veut stocker de la génétique, le nanifiant, il a cet intérêt, c'est qu'il ne prend pas beaucoup de place. Et sur quelques centaines de mètres carrés, on peut mettre vachement d'arbres. Voilà quoi, donc c'est à peu près tout. Et à l'intérieur des haies fruitières, j'ai planté de la vigne. Et donc c'est des vignes américano-européennes, les fameuses hybrides, et qui sont résistants au mildiou, quoi. Qui sont plutôt des raisins à jus, quoi, à l'intérieur. Que j'ai calé. Et entre les lignes, ouais, j'ai oublié, entre les lignes, il y a 7 mètres. Donc ça a été complètement arbitraire. C'est parce qu'à l'époque, je m'étais fabriqué un semoir. Enfin, j'avais utilisé un semoir de céréales, il faisait 2,50 m. Donc 2,50 m plus 2,50 m, ça faisait 5 mètres. Plus 2 mètres de couronne, ça faisait 7 mètres. Tu vois, il y a 1 mètre de couronne. J'imaginais 1 mètre de couronne en allant voir les arboriculteurs et ce qu'ils font en arboriculture moderne sur le nanifiant. En fait, ils ont des couronnes d'à peu près 2 mètres une fois qu'ils ont arqué. Et donc je me disais, je vais refaire pareil, quoi. C'est pour ça que j'ai fait ça, quoi. Il y a un travail pour stopper les racines ou... Non, 0 travail pour stopper les racines parce qu'en fait, ça concurrence peu au niveau racinaire. Moi, je vois maintenant, là, c'est des vieilles photos et les arbres sont jeunes. Aujourd'hui, là, depuis 2 ans, ça va faire le 2e été, où les arbres de la première agroforesterie que j'ai mis en 2013, ils sont productifs et puis ils sont vraiment développés, quoi. Et du coup, au niveau des racines, on ne voit pas de différence. Ce qui pourrait être plus inquiétant, c'est le rapport à la lumière, quoi. Surtout une fois que j'aurai fait mes alvéoles et que j'aurai fait courir la vigne dessus, quoi. Donc là, je risque d'avoir un frein. Ce que je sais, c'est que la plante ne consomme pas toute la lumière qu'elle reçoit. Et heureusement, sinon on vivrait dans le noir complet, quoi. On vivrait dans le noir complet si elle consommait tout ce qu'elle reçoit. Donc il y a une grande partie de la lumière qu'elle n'a pas besoin. Mais par contre, il y a des fréquences de lumière qui lui sont plus ou moins favorables, quoi. Et du coup, il est probable... Ce sont que des suppositions, hein. C'est juste, moi, par rapport à ce que j'entends dire, je m'invente ma petite histoire, quoi. Il est fort probable que, en fait, justement, le fait de tamiser la lumière d'une certaine manière, en fait, va jouer sur cette qualité de lumière et peut, au contraire, optimiser la production, quoi, qu'un rayonnement direct. Le rayonnement direct, il a pour conséquence d'être trop abondant et aussi d'être trop chaud. Et les plantes, quand elles chauffent, elles évaporent beaucoup, et comme elles évaporent, elles ferment leurs stomates. Et en fermant leurs stomates, en fait, elles coupent leur respiration avec l'extérieur, et du coup, il n'y a plus de métabolisme photosynthétique. Et la plante arrête de produire des sucres quand il fait trop chaud. C'est pour ça qu'on blanchit les serres, c'est pour ça qu'on les ombre, et c'est pour ça que les mecs qui sont en train de faire ces bâtiments sans lumière solaire et sans sol, en fait, travaillent sur des lampes avec des couleurs différentes, parce qu'ils jouent sur ces qualités de lumière pour optimiser la production, et ils les allument et les éteignent à souhait pour donner la bonne. Donc j'espère que nous-mêmes, on arrivera un jour à rationaliser cette idée de comment on peut gérer le végétal à côté du végétal pour produire plus, quoi, pour créer des bâtiments vivants, quoi. J'ai une petite question aussi. Par rapport au compost tout à l'heure, au compost animal. Tout à l'heure, vous disiez que vous utilisiez ça en serre. Oui. Et l'utilité, c'est aussi en paillage ou uniquement en amendement L'utilité du compost en serre, c'est un amendement, en fait. Il va être apporté sur le sol, puisqu'il n'y a pas de travail du sol, il ne va pas être enfoui, et il va être recouvert d'une litière de luzerne par-dessus, une litière de foin de luzerne par-dessus. Donc l'intérêt de ce compost, pour moi, c'est d'apporter des ferments animaux à l'intérieur du sol, plus que d'apporter à bouffer, en fait. C'est d'impulser une flore bactérienne qui va favoriser la dégradation des matières organiques et orienter le sol à être plus propice à une fertilité associée aux légumes ou aux plantes domestiques. C'est comme ça que je considère le compost. J'ai une formation de biodynamiste,
Et du coup, dans la biodynamie, en fait, c'est pas la quantité qui compte du compost, c'est pas d'apporter 30, 200 tonnes, 400 tonnes pour apporter tant d'azote, tant de potasse, phosphore, c'est apporter une dynamique qui va orienter le vivant vers la création de cet organisme agricole qui sera le siège de la construction d'un paysage agraire dans lequel pourra s'implanter un organisme social. Parce que dans la biodynamie, en fait, l'idée, c'est que c'est complètement anthropocentré, quoi. L'agriculture et la nature, ce sont deux choses qui, on ne peut pas dire antagonistes, mais deux choses différentes, en fait. À partir du moment où on crée un espace agricole, c'est plus un espace naturel, c'est un espace humain, et donc il est forcément associé à une communauté humaine, obligatoirement. Et du coup, en biodynamie, il y a cette idée que, en fait, l'organisme social, l'organisme agricole, c'est une chose, mais il est le creuset de l'organisme social à l'intérieur. Et du coup, l'animal va être un des instruments qu'on va utiliser pour domestiquer l'espace naturel et l'amener à être cet organisme social. C'est ça l'idée du compost que je mets à l'intérieur de mon jardin, quoi. C'est pour ça, donc les quantités, c'est peu. Les mecs en biodynamie, ils disent que des fois, ils arrivent à gérer des fertilités avec 4, 5 tonnes, 6 tonnes, entre 4 et 6 tonnes de compost à l'hectare. Parce que le compost a été mis à fermenter dans des conditions optimales et qu'en fait, ce qu'on apporte, c'est comme un boulanger qui fait du pain, quoi, en fait. Il ne balance pas 2 kilos de pain, 2 kilos de levain dans 3 kilos de farine, quoi. Sinon, son pain, il est imbouffable. Il met à peine une pincée de levain et la magie du vivant, c'est la magie du monde microbien du vivant, c'est la croissance, c'est l'expansion, quoi. Si les conditions de milieu vont bien, ça explose, quoi. Bah, c'est ça l'idée. Donc jamais, ouais, je tartine quand même parce que nous les maraîchers, on a vite fait de tartiner parce que on a vite fait d'avoir un épandeur de 3 tonnes et on le balance sur peu, quoi. J'ai aussi une question. On m'entend, oui. En fait, je me demandais si vous aviez une idée de l'ordre de grandeur comment expliquer, la surface qu'il faut pour amener la fertilité dans le système. La surface extérieure. Mélanger, ou je vais dire par exemple, je sais pas moi, si moi je suis sur un système intensif d'1 hectare en maraîchage, Ouais. où j'ai pas d'engrais verts parce que j'ai pas le temps d'en mettre, vraiment je pousse l'intensification à fond. Ouais. Et puis je veux passer, je veux extensifier mon système avec l'idée de créer un système qui est un peu auto-fertile, quoi. Avec les différents éléments que vous proposiez, je me disais, bah voilà, il faudrait que je mette, je sais pas moi, X hectares de céréales, que je mette X hectares d'engrais verts pour essayer d'avoir quelque chose qui est un peu autonome. Et je me demandais si vous aviez une idée de l'ordre de grandeur, je sais pas moi si c'est de 1 à 2, de 1 à 3. Ou... C'est difficile à quantifier parce que ça va dépendre de l'état de ton sol, en fait. Tu vois ? C'est-à-dire que la fertilité d'un sol, elle est proportionnelle au taux d'humus qu'il y a à l'intérieur et à une bonne gestion du taux d'humus. Donc en début de création d'un sol autonome en humus, il va falloir beaucoup d'intrants, de matière organique extérieure pour remonter le taux d'humus, quoi. Mais progressivement, normalement, dans l'idéal, ces intrants vont diminuer. Et on pourra quand même aller sur des modèles intensifs, tu vois, où on produit beaucoup de légumes, sans forcément être dépendant de beaucoup d'intrants. Donc c'est vachement... Moi, je ne suis pas capable de le quantifier parce que je n'ai pas assez de recul et de données et je m'appuie essentiellement sur mon modèle et les quelques modèles que je connais à côté de moi et on n'est pas assez pointu au niveau des chiffres aujourd'hui pour donner ça. Mais ce que je peux dire, c'est que de toute façon, au début, on a besoin d'aller chercher de la matière à l'extérieur du système, tu vois, pour monter le taux d'humus. Mais cette matière, c'est une matière qui n'est pas produite chez toi, quoi. Ça peut être de la luzerne que tu achètes chez ton voisin, de la paille, du broyat, tu vois. Là. C'est plus dans l'idée d'entretenir un système, quoi. Et après, une fois que tu entretiens ton système, au fur et à mesure que l'humification se fait et qu'elle se fait dans de bonnes conditions avec une flore adéquate, tu vois, en fait, tu vas pouvoir maintenir la fertilité avec peu d'intrants et avec des engrais verts à l'intérieur. Mais il y a toujours une plage où tu peux mettre des engrais verts dans le plein champ. Tu vois, moi je suis dans un milieu froid et humide et j'arrive à installer des engrais verts, quoi, sur une période courte parce que tu as les engrais verts d'hiver qui vont passer chez toi, je suppose. Il y a toute la problématique de la destruction au printemps.
venir tôt. Et Bah, les retards de minéralisation et tout ce qui fait ça. Tu as beaucoup de serres. Quoi, c'est 20% de la surface. Combien? 16 arts. C'est 16 ça, arts. 1600 mètres carrés. Ça fait 1600 mètres carrés. Ouais, 1100 mètres. Moi, tu vois, comment je pallie à la problématique de l'engrais vert sur mon système de vente, c'est que j'intensifie beaucoup sous les serres. Et je fais beaucoup de dérobés sous les serres, en fait. Pour les cultures de printemps, que normalement, dans un système classique de maraîchage, je sortirais avec de la bâche 500 trous, du P30 et un plastique posé au sol, quoi, tu vois, pour faire de la salade, du radis, de l'épinard, du fenouil, des choses comme ça. En fait, je les fais en dérobé dans les cultures principales qui sont tomates, aubergines, poivrons, courgettes et concombres. Et ce qui me permet de continuer à pourvoir mes paniers au printemps sans aller démonter les engrais verts à l'extérieur. Et du coup, après, je bascule en plein champ sur ce qui est choux, poireaux, carottes, betteraves, panais, bon, navets, concombres. Et après, j'ai quelques cultures précoces que je fais sous bâche pour forcer un peu le sol, qui vont être la pomme de terre, tu vois, mais qui peuvent être mis derrière un engrais vert quand même, ou un engrais vert pas tout à fait fini. Et puis après, les courges et le haricot en culture chaude à l'extérieur. Tu vois, c'est comme ça que j'arrive à maintenir la boucle sur l'année sur mon système. C'est en intensifiant et en gérant vachement bien mes calendriers de culture, en installant du dérobé sous serre. Voilà. C'est sûr que c'est les trucs de printemps, les engrais verts. Les mecs qui sont chez moi dans le sud-ouest, pas chez moi, mais tu vois, plus dans le sud-ouest, ils peuvent derrière une courge mettre un daikon, tu vois. Ils vont libérer leur sol tôt en été, ce qui leur permet de les reprendre tôt au printemps, en mettant des engrais verts de transition qui vont des engrais verts d'automne. Mais dans un modèle comme le mien, en fait, moi, je nettoie mes sols au mois d'octobre, quoi. Donc, je suis obligé d'avoir ces engrais verts à retard de minéralisation qui me laisseront des sols froids et vidés au printemps, quoi. Ce que tu disais, c'est qu'il faut quand même que l'engrais vert arrive à un certain développement pour amener de l'humus. Ah oui, c'est sûr. Donc ici, c'est... Parce que moi, des engrais verts, bon, j'arrive à en mettre dans mon système, mais c'est toujours je les cale vite fait entre deux cultures. Et je ne sais pas si ça suffit à compenser ce qu'on va exporter sous forme de légumes. Ah non. Donc Ça va faire même l'inverse. La question, c'était plutôt de se dire quelle surface je dois libérer, ou je dois plutôt spécifiquement consacrer à la culture d'engrais verts pour, je veux dire, je sais pas moi, par exemple, je mets un engrais vert une année pour l'année suivante cultiver un légume, et du coup, au final, j'ai réussi j'ai amené suffisamment d'humus avec mon engrais vert l'année qui précède pour compenser ce qui va être exporté en légumes l'année qui suit. C'était plus ça, voir un peu si tu avais réussi à estimer un peu le... Oui, mais comme moi je fonctionne sur la même surface avec les engrais verts, tu vois, aujourd'hui, après je montrerai un autre système que je pense et que je vais certainement mettre en place avec la prairie. Tu vois, d'immobiliser avec de la prairie à un moment donné le système pour créer de la fertilité à l'intérieur du système, dans l'assolement, quoi, et de réfléchir là-dessus, quoi, parce que la prairie est vectrice de fertilité, plutôt que l'engrais vert annuel, plutôt une prairie vivace, enfin une plante vivace, quoi. Et j'ai calculé, ça fait vite ça fait vite jusqu'à 20-30% de la surface, quoi, tu vois, pour optimiser. Un tiers, jusqu'à un cinquième, un tiers de la surface. Sous des formes prairiales, tu vois, si tu as une prairie qui tourne, pour que cette prairie ait le temps de bien agir sur le sol, ça va représenter jusqu'à un tiers de la surface qui va être immobilisée par une prairie, quoi. Donc si tu as 1 hectare, il faut que tu passes à 1 hectare 3, quoi, ou 1 hectare 4. Grosso modo, c'est ce que j'ai imaginé à la prairie. Mais si tu travailles qu'avec des annuels, tu peux les introduire dans ton système en intensifiant les serres, ou en augmentant ta surface de serre. Ouais, déplacer les serres, c'est du boulot quand même, quoi. Enfin, ça dépend des serres que c'est, mais c'est du boulot, quoi. Déplacer les serres, il faut être motivé, quoi. T'es motivé en début d'installation, quoi. Au bout d'un moment, les serres, quoi. Elles se déplacent déjà toutes seules avec le vent, quoi, des fois, ou avec la neige. S'il faut après se les déplacer soi-même. Il y a des modèles qui sont déplaçables, mais c'est plus coûteux, quoi, sur rail. Voilà, ouais, la serre est un outil, une serre de très bonne qualité, très bien gérée, est un outil d'intensification qui permet de libérer du plein champ pour introduire éventuellement une prairie. Tu vois, il peut y avoir une logique, j'investis dans une serre à double paroi, à toit ouvrant, machin, enfin j'en sais rien, tu vois, un vrai outil, une vraie serre qui crée un climat dans lequel je vais bombarder en rendement et en intensification. Je suis un bon maraîcher, donc
je connais bien mes calendriers de culture, mes associations et mon dérobé. Du coup, cette serre, je vais la faire cracher à fond, quoi. Et là, je ne vais pas hésiter à mettre de l'intrant à l'intérieur pour avoir une bonne fertilité. Et du coup, grâce à ça, ma production de vente est suffisante pour que je libère du plein champ. Et dans ce cas, j'introduis une prairie qui va maintenir la fertilité et l'accroître à l'intérieur de mon système. Et sans compter qu'en plus, si tu accrois ton système à l'intérieur du plein champ, normalement, si on raisonne juste d'une manière logique, en sachant que le vivant aura de la logique, mais comment il s'appelle normalement, tu vas produire plus en plein champ. Et tu vas produire moins cher au mètre carré. Tu vas intensifier en fait, en extensifiant avec la prairie. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que si, admettons, grâce à l'installation de la prairie, tu as moins de problèmes d'herbe, tu n'es plus obligé de travailler ton sol, comment il s'appelle, tu as moins d'intrants, tu sais, d'engrais, de machin, de bidule, donc tu as moins de charges, en 2 mots, de travail et de trucs, et qu'en plus tu produis plus au mètre carré par plante, ça veut dire que ta marge va augmenter. Donc si cette marge augmente, à moins que tu veuilles plus d'argent, tu peux réduire la surface. Tu vois, quand tu raisonnes. Parce que le but, c'est quand même d'augmenter sa fertilité. Le but, c'est pas juste de protéger les vers de terre. Parce que somme toute, les vers de terre, ils sont gentils, mais c'est pas le but. Le but, c'est quand même d'avoir un outil qui est plus rentable à un moment donné. Qui libère du temps, qui est plus rentable, qui est en harmonie avec ce que l'on veut faire au fond de soi, et puis qui ne dégrade pas le lieu et qui laisse en héritage quelque chose dont les héritiers ont envie de reprendre. Ce qui est rarement le cas aujourd'hui, quoi. Les enfants de maraîchers ont rarement envie d'être maraîchers, quoi. Et pourquoi? Parce que la vie du maraîcher est très besogneuse aujourd'hui, quoi. Donc il y a un vrai travail sur pourquoi la vie du maraîcher est besogneuse. Est-ce que c'est la fatalité du maraîcher? Est-ce que le maraîcher est condamné par son karma à avoir une vie de merde? Ou est-ce que, comment il s'appelle, ou est-ce que le maraîcher est un pied, tu vois, qui a certes plein de mains, parce qu'il n'arrête pas de bosser, et que s'il se posait, peut-être qu'il arriverait à créer des systèmes beaucoup plus productifs, et du coup beaucoup plus rentables, peut-être aussi, enfin productif, ça ne veut pas forcément dire rentable, mais en tous les cas productif et rentable, et du coup libérer du temps et donner envie aux autres de dire, ben oui, ton outil il me plaît bien, moi je veux bien être maraîcher, tout ça. C'est un peu l'espoir que j'ai moi dans ces pratiques, c'est pas juste préserver de la nature, c'est aussi. Mais ça, pour revenir à MSV, on peut pas le créer tout seul, quoi, tu vois. C'est impossible de créer des systèmes de cette qualité si on est tout seul. On est obligé de s'associer avec la vision de plein de gens pour réussir à créer ces systèmes-là et poser des cahiers des charges stricts. Moi, ce que je veux, c'est ça, ça, ça. Toi, qu'est-ce que tu veux? C'est ça, ça, ça. Et bien ensemble, on va travailler à ça, quoi, tu vois. Voilà. Bonjour, je voulais juste savoir comment votre travail est organisé en termes de main-d'œuvre. Alors, sur la ferme, il y a juste moi qui travaille. Donc, jusqu'en 2013, ma ferme intéressait absolument personne. Et donc, j'avais quasiment 0 stagiaire. Et c'est monté crescendo depuis, on va dire, 2016. Jusqu'en 2016, en fait, les stagiaires qui venaient, entre le temps que je passais à parler avec eux, tu vois, à boire le thé et compagnie, ça équivalait toujours à une tâche. Aujourd'hui, j'ai un flux quand même, je dois le dire, de stagiaires assez régulier, et ça commence à compter en main d'œuvre. Mais normalement, mon système, jusqu'à présent, et je pense encore maintenant, sauf si je viens ici en Belgique, tu vois, pour parler, je peux le conduire tout seul, ouais. C'est une tâche. Mais après, je suis un vieux maraîcher, donc c'est pas pour me lancer des éloges, c'est juste, et du coup, j'ai des gestes justes, tu vois, je sais pas si tu es maraîcher, mais tu te rends bien compte qu'en vieillissant, des choses où tu branlais pendant des heures, hein, tu le fais en 10 minutes, quoi, tu vois. Et j'en ai plein de trucs comme ça qui me permettent de... Il y a ça qui se conjugue et je maîtrise mieux mon système. Et puis bon, je veux dire, la bâche, le truc, tu sais, la bâche posée au sol et tout, ça réduit quand même ton temps de désherbage, hein. Un truc de malade, quoi. Là, merci le plastique, quoi. Comment elle s'envole pas tous les jours? Hein? Comment elle s'envole? Il n'y a pas de vent chez moi. J'ai moins cet avantage, c'est que j'ai très peu de vent, quoi. Si tu voyais la gueule de mes serres comme elles tiennent, si on les mettait à un endroit venteux, juste sur les collines en haut, tout sera racheté plus longtemps, quoi. En parallèle de ça, moi je me demandais comment tu réfléchissais à la mécanisation de ta ferme. Ah. Quels postes sont mécanisés? Aujourd'hui, en termes d'outils, j'ai un pique-boule. Tu
tu vois, le truc que tu mets derrière le tracteur pour coller les boules. Pour coller les boules. Et un épandeur à fumier. Et une canne à planter, qui fait canne à planter et canne à semer. Une planche et des bâches. Ça, c'est les outils que j'utilise aujourd'hui pour mettre en place mon système. Le gyrobroyeur, j'utilise quasiment jamais. C'est juste pour entretenir les allées une fois de temps en temps, quoi. Et après, j'ai pas de rotophile. Tu vois, j'utilise pas de rotophile. Après, couteau, forcément, pour récolter, désherber, une houe, une rasette, et voilà, quoi. Un outil que je suis en train de concevoir aujourd'hui pour aller mieux, on est en train de faire avec l'atelier paysan, on est en train d'essayer de faire un semoir de semi-direct. Un semoir de semi-direct pour pouvoir semer les petites graines. Tu vois, type carottes et tout ça, quoi. Donc là, je l'ai quasiment fini. Et les essais, je vais les faire en rentrant. De mon dernier semi-carotte, je vais le faire. Là, je vais finir d'assembler les pièces et je vais voir si ça marche. Et après, en projet, ce que j'aimerais avoir, c'est une planteuse pour pouvoir planter dans les mulches. Donc les outils classiques de maraîcher, semoir, planteuse, pour mécaniser et libérer du temps, quoi. Tu vois, mais ça n'existe pas encore, ça. On est en train de le faire. Surtout pour les pendages, quoi. Le reste, ça reste des outils mécanisés, mais manuels. Le tracteur, en fait, il sert juste à tirer ou porter. Il n'y a pas d'outil rotatif derrière, puisqu'il n'y a pas de rotavator, pas de cultirato, et pas le gyrobroyeur quasiment pas, quoi. Donc j'ai un vieux NS60, ben, tu l'as vu en photo là, j'ai un NS71 qui est plus vieux que moi, qui est de 1960, et je consomme quasiment rien en gasoil dans l'année, quoi. Tu l'allumes, tu l'éteins, il est sous serre, il attend. Et un tracteur, ça l'use pas, quoi, ça va faire. Et je travaille, ça fait combien 8500 mètres carrés de maraîchage, je fais, avec ce matériel. Et en fin de saison, je ne suis pas débordé d'herbe partout, tu vois. J'ai pas forcément des rendements excellents. C'est lié au biotope dans lequel je suis, mais c'est lié aussi au caractère, on va dire, expérimental de ce que je fais. Donc je me bouffe dans la gueule plein de trucs, quoi. Mais un peu comme tous les maraîchers, peut-être un peu plus que ceux de la moyenne qui sont des systèmes hyper cadrés, quoi. Mais j'arrive quand même à dégager un revenu, quoi, tu vois. Ce qui me plombe, moi, au niveau des charges, c'est le transport. Je suis à 100 km de mon lieu de vente et j'y monte 2 fois, donc je fais 400 km par semaine pour aller vendre. Tu vois, donc 400 km, à 50 semaines, ça te fait 20 000 bornes. 20 000 bornes, tu as vite fait de niquer un camion, de bousiller des pneus, de consommer du gasoil. J'ai 2-3 000 euros de gasoil, 3 000 euros de gasoil, tu vois, un truc comme ça. C'est le poste qui me plombe. C'est quand tu dis que tu peux gérer la ferme tout seul, c'est y compris la vente, du coup? Et la vente, ouais. Et la vente. Je fais vente. Je suis tout seul en fait à vivre cette ferme. Je suis tout seul. C'est mon outil. J'habite là et je fais tout seul, quoi. Et après, j'accueille des gens. Donc ces gens, ils t'aident, mais tu passes du temps aussi avec eux. Mais ça peut aider vraiment à un certain moment. Et après, je m'implique beaucoup ailleurs, quoi. Comme je suis un grand bavard. Ouais. Tu dis qu'il faut 1 an pour revitaliser un sol, mais ça c'est si tu pars d'un sol qui est plus ou moins correct comme le tien. J'imagine que si tu pars d'un sol qui est cultivé en conventionnel depuis... On n'a pas vraiment de recul là-dessus, tu vois, c'est parce qu'il n'y a pas encore assez de gens qui expérimentent. Mais à mon regard, vu qu'on est maraîcher et qu'on n'est pas en grande culture, les surfaces qu'on exploite, elles sont petites. Donc si on connaît les principes de base pour qu'un sol soit vivant, tu vois, en fait, rapidement, on peut mettre les moyens. Tu vois, on le verra demain, je crois que c'est demain matin, où on doit parler de la transition vers MSV. J'expliquerai un peu, tu vois, comment on peut mettre en place, a priori, rapidement. Mais ceci dit, comme on n'est pas sur des itinéraires techniques, mais plutôt des modèles de pensée qu'il faut éprouver et améliorer chez soi, parce que chaque lieu est totalement différent. A priori, il y a moyen de fabriquer un sol maraîcher assez rapidement, quoi. Parce que nous, la matière organique, tu vois, 200, 300 tonnes de matière organique à l'hectare, pour un maraîcher, aujourd'hui, avec le matériel qui existe à notre disposition et les sources de matière organique qu'on a, c'est pas un vrai problème, tu vois. Et même en coût, c'est pas non plus un truc qui te fait tomber un bras. T'achètes un cultirato en bon état, t'en as vite pour 6-7 000 euros, quoi, tu vois, un cultirato. À mon avis, j'en ai jamais acheté, mais c'est ces eaux-là. T'auras jamais 6-7 000 euros de matière organique pour recréer un sol, quoi, sur un maraîchage.
C'est ça, mais est-ce qu'il vaut mieux mettre le paquet dès le départ pour démarrer vite, ou est-ce qu'il y a un intérêt à prendre 2-3 ans pour... Je pense que il faut le sentir, ça. Tu vois, il faut le sentir en fonction de jusqu'où tu es capable d'aller et jusqu'où tu es capable de prendre des risques. Ce que je pense, c'est qu'il faut faire une installation progressive qui va être faite sur une petite surface, pas forcément 1 hectare, tu vois, ou la surface de laquelle je suis moi, et qui va permettre d'expérimenter quelque chose que tu vas maîtriser et qu'une fois que tu maîtrises, tu vas transposer sur plus grand. Donc à mon sens, c'est soit tu es double actif, tu vois, tu es double actif et ton terrain il est déjà là et tu le prépares, tu prépares bien ton installation et tu le prépares. Et tu te fais une petite surface qui soit à la hauteur de tes possibilités, mais par contre tu la soignes super bien. Tu t'appliques à réfléchir ce que tu vas y faire, comment tu veux le faire et tout ça, et tu observes ce qui se passe. Soit tu bénéficies d'une aide sociale à côté et tu as 100% sur ton terrain, tu as le chômage de transition, quoi. C'est faisable aussi, en tous les cas en France c'est faisable de faire ça, même légalement, quoi. Et du coup tu peux t'expérimenter sur peu. Et une fois que tu as fait ça, tu te dis, ça marche relativement bien, tu agrandis ton système. Tu vois. Plutôt que de partir sur une installation, on va dire, j'achète un tracteur, un cultirato, un outil à dents, un outil pour retourner, un gros camion, une serre de bonne qualité, du matériel d'irrigation, une bineuse. Donc il m'en faut une étrie, une à doigt, une je sais pas trop quoi, tu vois, admettons, tu mets le paquet, une moteuse, des sacs de terreau, des graines, une dérouleuse à plastique. Là, quand tu commences à additionner le prix de tout ça, mon pote, tu n'as pas intérêt à faire le con au champ après, parce que si tu veux dégager un revenu, il faut que ça dépote. Donc ça, moi je pense que ça, quand on est jeune installé, on fuit ça. Pas qu'on n'y arrive pas un jour, tu vois, à faire ça, mais on ne rentre pas à fond dans un système ultra mécanisé comme ça, parce que ça a un coût. Avant de payer ça à 2 €, 2,20 € le kilo de carottes, un cultirato à 7 ou 1 000 €, ça te fait quelques tonnes de carottes, quoi, tu vois. Et pareil pour la tomate et pareil pour tout. Tu vois, rien qu'en chiffre d'affaires. Voilà. C'est plutôt ça que j'aurais comme conseil, tu vois. Et là, après, tu verras, après, avec ce que je vais te dire, normalement, tu dois avoir des pistes pour recréer un sol, quoi. À améliorer, certainement, quoi.